À la fin des années 80, le monde traversait une période de profonds changements. L'industrie automobile américaine, autrefois symbole de la suprématie sur roue, s'effondrait sous le poids des réglementations, des crises d'image et de l'invasion silencieuse de la précision japonaise. Chrysler, géante aux pieds d'argile, vacillait. Cependant, au milieu de l'acier rouillé et des promesses vides de Détroit, quelque chose palpait comme une veine à vif, battant sous la peau du désespoir. Ce n'était pas un projet, mais un appel tribal. L'appel d'une voiture qui serait pure puissance, sueur et essence. Une bête indomptable qui ne connaissait ni le confort, ni la technologie, ni les concessions. Cet appel allait se concrétiser sous le nom de Dodge Viper RT10. C'est Bob Lutz, vice-président de Chrysler, qui a osé poser la question que personne n'osait poser. Et si nous créions une nouvelle Shelby Cobra? Pas un hommage verni, mais une renaissance violente de cet esprit sauvage. La proposition était absurde à l'ère de l'airbag, de la traction intégrale et de la recherche de l'efficacité. Mais Lutz ne cherchait pas la raison, il voulait la guerre. Pour cela, il a fait appel à Carroll Shelby, le vieux sorcier texan qui, même affaibli, avait encore dans les yeux la fureur de 1000 courses. Shelby a non seulement approuvé l'idée, mais il y a également insufflé son ADN. L'ingénierie a été confiée à la Team Viper, un groupe de jeunes ingénieurs, prêts à relever le défi de créer quelque chose de complètement contraire à la tendance du marché. Il n'y aurait pas de luxe, il n'y aurait pas de pardon. Lorsque le concept a été présenté au Salon de Détroit en 1989, le monde a découvert un monstre. Un capot long comme une piste d'atterrissage, des lignes grotesquement musclées, une absence totale de sophistication. La réaction a été partagée entre fascination et effroi. La Viper n'était pas une voiture à conduire, c'était une bête à dompter. Pour donner vie à la bête, Chrysler a fait appel à Lamborghini, sa filiale à l'époque, pour transformer un moteur V8 de camion en un V10 de 400 chevaux avec un couple de tornades. Le châssis tubulaire soutenait une carrosserie en fibre de verre, moulée comme une armure. Pas de capot rigide, pas de vitres conventionnelles, pas même de serrure de porte telles que nous les connaissons. Il s'agissait davantage d'une voiture de course immatriculée que d'un véhicule urbain. La Viper RT10 a été officiellement lancée en 1992. Elle n'avait ni boîte automatique, ni contrôle de traction, ni frein assisté. Il n'y avait que l'homme, la machine et l'enfer de l'asphalte. À une époque où les voitures étaient dociles, elle était indomptable. Dans un contexte de contrôle absolu, elle incarnait le chaos. C'est ainsi qu'est née la légende. L'ingénierie de la Dodge Viper RT10 n'a pas suivi les protocoles traditionnels du développement automobile. Il n'y avait pas de place pour l'équilibre ni pour le pragmatisme. C'était une voiture née d'un désir violent, alimenté par l'obstination de ses créateurs à défier toutes les tendances en matière de confort, de sécurité et de contrôle. L'équipe Viper n'a pas construit une voiture, elle a donné forme à une entité. Le moteur a été forgé à partir d'un bloc V8 de camion de la gamme Dodge LA, agrandi et modifié avec l'aide de Lamborghini, alors sous le contrôle de Chrysler. La configuration finale était un V10 atmosphérique, d'une cylindrée de 8,0 litres, capable de développer 400 chevaux à 5200 tours par minute. Le couple brutal de 485 Nm apparaissait des 4200 tours. Le rugissement était caverneux, le comportement indomptable.
La boîte de vitesse manuelle Tremec à 6 rapports faisait de la conduite une expérience tactile, brute, presque trop mécanique. Chaque changement de vitesse était une décision sérieuse. Il n'y avait pas de marge d'erreur. La voiture n'avait pas de contrôle de traction, ni de frein ABS, ni d'airbag, seulement le volant, l'embrayage lourd et la pédale d'accélérateur attendant d'être enfoncée. La carrosserie était constituée de panneaux en fibre de verre sur un châssis tubulaire en acier. Le poids total de la voiture était d'environ 1490 kg, un chiffre modeste compte tenu de la puissance disponible. La répartition du poids favorisait l'arrière, créant une dynamique de conduite traîtresse. La voiture était capable d'accélérer avec une violence incontrôlable et de perdre l'arrière en un clin d'œil. La suspension indépendante aux 4 roues était ferme, conçue pour les virages à grande vitesse et l'utilisation sur piste. La Viper ne prenait pas les virages, elle les dévorait, avec des grondements métalliques et une instabilité latente. Les premiers modèles n'étaient pas équipés de direction assistée, ce qui exigeait un réel effort physique à basse vitesse. Mais une fois lancée, elle offrait une précision presque chirurgicale, connectant le conducteur à la route de manière brutalement honnête. Les freins à disque ventilés sur toutes les roues remplissaient leur rôle, mais ne pardonnaient aucun abus. Ils exigeaient un dosage précis, du courage et de la technique. L'absence d'assistance électronique faisait de chaque freinage un pari avec le destin. C'était une voiture qui pouvait être fatale aux conducteurs inattentifs. Ses performances étaient sauvages. Une accélération de 0 à 100 km à l'heure en 4 secondes et demie, avec une vitesse maximale proche de 265 km à l'heure. Mais les chiffres ne décrivent pas l'âme de cette machine. La Viper RT/10 bouillait à l'intérieur. La chaleur du moteur et des échappements latéraux envahissait l'habitacle spartiate, sans isolation acoustique ni thermique. Il n'y avait pas de capote rigide, seulement une bâche fragile. Les vitres étaient en plastique à encastrer manuellement. Les sièges en cuir étaient simples, sans réglage électrique. Le tableau de bord, analogique, ressemblait davantage à celui d'une voiture de course qu'à celui d'une voiture de sport de série. Et pourtant, ou peut-être justement pour cela, la Viper séduisait. Elle était l'antithèse absolue de la civilité automobile européenne. Une voiture qui crachait du feu et donnait des frissons. Une icône de l'irrationalité mécanique, fabriquée à une époque où tout le monde voulait le contrôle. La Viper voulait la liberté. À tout prix. La présence de la Dodge Viper RT10 sur les routes européennes, bien que rare et exotique, a eu un impact profond. C'était comme si une créature mythique, forgée dans le feu et l'acier, avait traversé l'Atlantique pour défier les codes tacites de l'automobilisme européen. Un monstre qui ne demandait pas la permission, qui ne connaissait pas la modération, qui ne comprenait pas ce qu'était le compromis. Il existait, tout simplement. Et cela suffisait à créer une tension. Au début des années 90, le paysage automobile européen était dominé par l'ingénierie de précision. Porsche, Ferrari, BMW et Mercedes-Benz créaient des machines raffinées, technologiques et contrôlées. Des voitures rapides, certes, mais dotées d'une intelligence artificielle croissante. La Viper était l'antithèse absolue de tout cela. Un muscle nu, un instinct primitif sur roue. En accélérant dans les rues étroites des villages français, dans les zones urbaines de Milan ou sur les autoroutes allemandes sans limitation de vitesse, la RT10 semblait être une aberration.
Son moteur V10 de 8,0 litres déversait son couple avec la violence d'un marteau hydraulique. Il suffisait d'effleurer l'accélérateur pour que l'arrière perde son adhérence et que la voiture se lance dans une danse périlleuse. Chaque virage était un champ de mines. En chiffres, la Viper passait de 0 à 100 km à l'heure en 4 secondes et demie pour atteindre une vitesse maximale de 265 km à l'heure. Mais ce n'était pas cela qui faisait peur. Ce qui était terrifiant, c'était la manière dont ces chiffres étaient atteints. Sans contrôle de traction, sans ABS, sans marge d'erreur, il punissait toute arrogance. Le conducteur ne conduisait pas, il tentait de survivre. La direction non assistée exigeait des bras solides pour les manœuvres et les virages à faible vitesse. Sur les tronçons plus rapides, elle devenait un canal direct entre l'âme du conducteur et l'asphalte. La suspension rigide, conçue pour les circuits américains, transmettait toutes les vibrations des rues pavées européennes comme des coups secs dans la poitrine. À l'intérieur de la voiture, la chaleur était infernale. Sans isolation thermique, avec des échappements latéraux dégageant de la chaleur directement dans l'habitacle, la température intérieure dépassait souvent les niveaux de confort. Des vitres en plastique, un capot en toile, des sièges simples et un tableau de bord brut complétaient ce tableau de torture mécanique. Le confort était intentionnellement réduit. Et pourtant, pour un groupe restreint de passionnés, c'était exactement ce qui rendait la Viper si addictive. En France, certains exemplaires ont été immatriculés avec des plaques spéciales. En Allemagne, elle roulait librement sur les autoroutes, où sa vitesse n'était limitée que par la peur. À Londres, on la voyait parfois, attirant même l'attention des plus blasés. Elle était un aimant visuel et sonore. Partout où il passait, il laissait derrière lui une traînée de regards étonnés et d'appareils photo. Les garages indépendants européens ont commencé à refuser de réparer ce modèle, craignant sa complexité brute. Les compagnies d'assurance ont classé la Viper comme véhicule à haut risque. Et la presse spécialisée était partagée entre fascination et stupéfaction. Brillamment fou, comme l'a écrit un jour un journaliste britannique. Une voiture qui semblait avoir été construite non pas pour gagner des courses, mais pour provoquer des révolutions internes chez le conducteur. La Dodge Viper RT10 était, dans les rues d'Europe, une entité à part entière. Un rappel vivant que la vitesse n'a pas besoin d'être polie, que le danger est parfois la seule émotion réelle, et que dompter un serpent, lorsque c'est possible, c'est aussi devenir un peu plus sauvage. Tout mythe construit sur le chaos finit par se heurter à l'ordre. Et lorsque la Dodge Viper RT10 a commencé à serpenter dans les rues et sur les routes d'Europe, les alarmes n'ont pas tardé à retentir. La voiture qui incarnait l'instinct le plus primitif de la vitesse allait bientôt devenir synonyme de menace. Non pas à cause d'un défaut technique, mais parce qu'elle était, dans son essence même, incompatible avec un continent qui avait choisi la voie de la logique, de la précision et de la réglementation. Dès le début, la Viper était un corps étranger. Son absence totale d'aide électronique, sa brutalité mécanique, son instabilité dans les situations quotidiennes, la plaçaient sous la surveillance constante des autorités routières et des organisations de sécurité routière. Ce n'était pas une voiture adaptée au réseau routier européen. C'était un animal sauvage, lâché dans un jardin, entouré de règles et de panneaux. Les accidents ont suivi. Sur les routes sinueuses de Toscane, les tronçons humides d'Allemagne, les ronds-points étroits de Belgique,
La Vipère se montrait imprévisible. Les conducteurs habitués à la prévisibilité électronique des Porsche et des BMW n'étaient pas préparés à dompter le couple explosif du V10. Il suffisait d'appuyer un peu trop fort sur l'accélérateur dans un virage pour que la voiture dérape. Il suffisait d'un freinage mal dosé pour perdre totalement le contrôle. Les conséquences ont été graves. Accidents avec des victimes, collisions dans la circulation urbaine, incendie causé par la surchauffe du compartiment moteur. Les médias européens n'ont pas été tendres. La Viper a été présentée comme une aberration américaine, une machine irresponsable, symbole d'un pays qui romantique le danger au nom de l'émotion. Les gros titres dénonçaient le serpent qui mord son propre maître, trop rapide, trop primitif. Les agences de régulation n'ont pas tardé à réagir. Dans des pays comme l'Allemagne et la Suisse, des restrictions à l'importation et à la circulation ont commencé à apparaître. Certaines unités ont dû être modifiées pour répondre aux normes d'émission et de bruit. En France, des débats parlementaires ont été lancés sur la réglementation des supercars américaines, sans homologation européenne spécifique. Les compagnies d'assurance ont suivi le mouvement. La Dodge Viper a rapidement été inscrite sur les listes de véhicules à haut risque. Les primes d'assurance ont doublé, triplé. Certaines compagnies ont refusé de les couvrir. Les garages indépendants ont également commencé à rejeter ces modèles, craignant leur complexité et les risques liés aux essais routiers. En peu de temps, posséder une Viper sur le sol européen n'était plus seulement un acte de passion, mais de désobéissance civile. Carroll Shelby, dans des interviews, renforçait la provocation. Si vous avez besoin du contrôle de traction, c'est que vous ne savez pas conduire. La phrase est devenue virale parmi les passionnés, mais elle a également déclenché un débat éthique sur la mesure dans laquelle la liberté de création pouvait ignorer la sécurité publique. La Viper était plus qu'une voiture, c'était un manifeste. Et les manifestes se heurtent toujours aux institutions. En Angleterre, des véhicules ont été saisis pour modification illégale du système d'échappement. Dans des villes comme Paris et Amsterdam, les radars photographiques capturaient la Viper à une fréquence effrayante, à des vitesses absurdes pour un environnement urbain. Elle n'était pas conduite, elle était lâchée. Et le monde civilisé a commencé à réagir. La Dodge Viper RT10, qui avait traversé l'océan en tant que légende, était désormais poursuivie comme une menace. Le symbole ultime de la liberté américaine en matière d'ingénierie automobile affrontait le vieux monde et perdait. Car le monde européen, bien que fasciné par la vitesse, n'aurait jamais renoncé au contrôle. Et la Viper ne s'y serait jamais soumise. En Europe, où les machines sont traditionnellement jugées sur leur précision, leur raffinement et leur ingénierie sophistiquée, la Dodge Viper RT10 a toujours été une anomalie. Mais c'est précisément cette condition, celle d'être étrange, hors du commun, qui a fait d'elle une légende durable. Car la Viper n'a pas seulement défié les normes, elle a brutalement exposé les limites de ce que signifie conduire. Au fil du temps, ce qui était considéré comme un défaut s'est transformé en vertu. L'absence de technologie d'assistance, le comportement violent dans les virages, l'inconfort thermique, tout cela a été réinterprété comme de la pureté. Et la Viper, qui n'a jamais cherché à plaire, a fini par être vénérée pour ce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas européenne. Elle n'était pas rationnelle. Elle n'était pas civilisée. Mais elle était authentique. Dans les cercles fermés d'enthousiastes, les rassemblements et les clubs dédiés aux voitures exotiques et classiques,
La Vipère RT10 est devenue un symbole de résistance émotionnelle à la pasteurisation automobile. Au milieu des Porsche électrifiés, des Ferrari numérisés et des Lamborghini en mode urbain, il était un cri de chair et d'acier. Lors de réunions discrètes sur la Côte d'Azur, dans les garages privés de collectionneurs allemands, dans les collines du nord du Portugal ou sur les routes dégagées d'Écosse, il apparaissait comme une relique vivante, toujours vibrant, toujours suant l'huile. Dans la culture populaire européenne, la vipère était moins omniprésente qu'aux États-Unis, mais elle a néanmoins trouvé sa place. Elle est apparue dans des films indépendants comme symbole d'excès et de rébellion, dans des publicités télévisées des années 90 comme synonyme de puissance brute, puis dans des jeux de course qui offraient aux joueurs le choix entre le contrôle absolu d'une voiture européenne ou le risque absolu d'une muscle-car américaine. Dans les simulateurs, la Viper était un défi. Dans Gran Turismo, Project Gotham Racing, Assetto Corsa, ceux qui la choisissaient acceptaient de se tromper, de faire des têtes à queue, de recommencer. C'était une expérience d'humilité et de courage. Et c'est précisément pour cela qu'elle suscitait le respect. Il n'y avait pas de triche, seulement l'instinct. Au fil du temps, la RT10 a fait l'objet d'études. Des magazines spécialisés, tels que Evo et Autocar, ont revisité le modèle sous un autre angle. Elle n'était plus jugée pour ses performances, mais pour son impact émotionnel. Elle était considérée comme un objet culturel. Un objet qui en disait beaucoup plus sur ses créateurs et ses conducteurs que n'importe quelle fiche technique. Et sur les réseaux sociaux, dans les vidéos de collectionneurs, sur les forums passionnés, la Viper RT10 a commencé à refaire surface avec force. Elle est devenue la voiture des dissidents, de ceux qui refusent la conduite sans effort, de ceux qui ne veulent pas seulement se rendre d'un point à un autre, mais affronter la route comme un adversaire digne de ce nom. C'était la voiture de ceux qui, au volant, croyaient encore que la peur fait partie du plaisir. Aujourd'hui, la Viper RT10 vit comme une cicatrice symbolique dans le paysage émotionnel de l'automobilisme européen. Un rappel que tout ne doit pas nécessairement être élégant, que toutes les voitures ne doivent pas nécessairement obéir, que parfois, ce qui nous met au défi, ce qui nous fait transpirer, ce qui exige nos mains fermes et notre esprit alerte, est exactement ce qui mérite le plus d'être rappelé. La Dodge Viper RT10 n'a jamais été une question de mobilité. Elle n'a jamais été une question de transport. Elle était une question de sentiment, de conflit, de cette petite étincelle qui s'allume dans la poitrine lorsque la raison tente d'étouffer le désir. Une voiture qui n'était pas guidée par la logique, mais par l'instinct. Un artefact d'une autre époque, construit avec brutalité et passion, laissé parmi nous comme une cicatrice en mouvement. En Europe, où le volant a depuis longtemps été apprivoisé par une ingénierie chirurgicale, la Viper est arrivée comme un défi, et elle est restée comme une relique. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui croient encore que conduire est bien plus qu'un simple moyen de se déplacer, que parfois l'inconfort, la peur, la sueur, la tension font partie intégrante de l'expérience, font partie du plaisir. Aujourd'hui, dans un monde entouré de voitures qui se conduisent toutes seules, qui restent dans leur voie, qui vous alertent pour tout et n'importe quoi, la Vipère rugit encore, même à l'arrêt, parce que ce qu'elle représente ne vieillit jamais. Elle parle d'authenticité, de courage, de limite, et d'une nostalgie que beaucoup ne parviennent pas encore à nommer. La nostalgie d'une époque où les machines exigeaient plus qu'un simple toucher.
elles exigeaient une âme. Si cette histoire vous a touché, si elle a ravivé la flamme d'une époque où les voitures avaient du caractère et les conducteurs une main sûre, alors ne la laissez pas s'éteindre. Appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, si vous le pouvez, soutenez ce travail. Car garder vivantes des histoires comme celle de la vipère, c'est résister à la pasteurisation de la vitesse. C'est dire, même en silence, nous sommes toujours là. Nous voulons toujours ressentir. La Dodge Viper RT10 n'était pas une voiture. C'était un défi. C'était l'écho d'un serpent qui, même silencieux, vibre encore dans nos os. Et tant qu'il y aura quelqu'un prêt à l'affronter, elle ne sera jamais oubliée.